Salut à tous et bienvenue pour ce 89e numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je remercie bien évidemment l'équipe de Paris qui a pris la relève la semaine dernière. Dans le sommaire de ce numéro, nous allons parler d'infos internationales. On va faire un tour du monde de l'information. On parlera de l'Ukraine, d'Israël, du Yémen et on reviendra en France bien évidemment. Dans la partie économie, on parlera du cas grec, de la pauvreté en Angleterre et aux États-Unis, et on parlera de la France, bien sûr, avec les autoroutes et de notre oligarchie. Et enfin, dans la partie santé-environnement, on parlera des antidépresseurs et de la Chine qui veut faire construire des panneaux solaires dans l'espace. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales par l'Ukraine, toujours des tirs entre l'armée régulière ukrainienne et les rebelles. En attendant, les Américains, eux, ont envoyé un destroyer dans la mer Noire. Le destroyer USS Jason Durham est entré en mer Noire le 3 avril dernier pour garantir la paix et la stabilité dans la région, selon la marine américaine. Je cite, « La présence du navire en mer Noire montrera l'attachement des États-Unis à la coopération avec ses alliés au sein de l'OTAN et avec ses partenaires de la région. » Voilà. Toujours les Américains qui envoient un nouveau groupe d'instructeurs en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont annoncé que des instructeurs américains arriveraient en Ukraine le 20 avril prochain. Alors quand on dit des instructeurs, comprenez des agents de renseignement de la CIA, quoi. Alors il y a un mois, Kiev avait déjà signalé que 300 instructeurs avaient été déployés dans l'ouest du pays. Je cite, « Un groupe d'instructeurs américains doit arriver le 20 avril dans la région de Lvov pour former des militaires ukrainiens », a fait savoir Valery Tchali, chef adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne. Et il ajoute que l'Ukraine est satisfaite du rythme de coopération avec les États-Unis, mais voudrait l'accroître encore plus. Voilà. On parle des États-Unis maintenant et du terrorisme. Alors, 3 Américaines ont été arrêtées en l'espace de 24 heures aux États-Unis. L'une d'entre elles est suspectée d'avoir essayé de rejoindre les djihadistes à l'étranger. Les 2 autres sont suspectées d'avoir voulu mener une attaque sur le sol américain. Alors pour la première, les autorités américaines qui suivaient ses tweets avec des djihadistes depuis un certain temps ont pu l'interpeller avant qu'elle ne quitte les États-Unis. 24 heures plus tôt, 2 New-Yorkaises avaient elles aussi été appréhendées pour avoir voulu construire une bombe. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu l'utiliser pour mener une attaque aux États-Unis même. Alors bon, on ne peut s'empêcher de penser au reportage de France 2 sur le FBI qui fomente des faux complots terroristes. Je vous donne bien évidemment le lien pour pas qu'on me dise que c'est la théorie du complot. Alors d'ailleurs sur le même sujet, en ce qui concerne les attentats de Boston de 2013, vous vous rappelez les 2 bombes qui ont explosé pendant le marathon de Boston, c'était le 15 avril 2013, et qui ont fait 3 morts et plus de 200 blessés. Un des inculpés avait été tué à l'époque. L'autre, son frère, Dzhokhar Tsarnaev, a été reconnu coupable des 30 chefs d'accusation. Et là, on voit mal comment il va éviter la peine de mort. Toujours sur le même sujet, on apprend que la guerre contre le terrorisme a produit un crime contre l'humanité. La guerre contre le terrorisme, lancée par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, a causé en 12 ans la mort d'au moins 1,3 million de personnes dans 3 pays, l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan. Voilà ce que révèlent 3 organisations scientifiques dans un récent rapport. Ce rapport de 101 pages a été publié par les organisations d'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Il affirme, en se basant sur diverses sources, y compris gouvernementales, que ce bilan de 1,3 million de morts est une estimation basse et ne tient pas compte d'autres pays en conflit, comme le Yémen, la Somalie, la Libye et la Syrie. Selon ces auteurs, c'est l'Irak, envahi en 2003 par les États-Unis, sous le prétexte que le régime du dictateur Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, qui a payé le plus lourd tribut à la guerre contre le terrorisme lancée par l'administration Bush, avec environ 1 million de morts. Les médias américains, eux, parlent de 111 000 morts, une blague. Suivent ensuite l'Afghanistan, 220 000 morts, le Pakistan, 80 000 morts, pour beaucoup victimes d'attaques de drones américains, dont des enfants. Le chiffre de plus de 600 000 Irakiens morts de façon violente après l'intervention américano-britannique, soit 500 morts par jour après le début de l'opération Iraqi Freedom, avait déjà été cité en octobre 2006 par la célèbre revue médicale britannique The Lancet, qui avait souligné que ce chiffre équivalait à 2,5% de la population. Dans leur rapport, les 3 associations évoquent un crime contre l'humanité proche du génocide. Bon, on se demande alors comment il se fait que Bush et toute sa clique ne soient pas au placard. On parle d'Israël maintenant et de la mort du casque bleu espagnol tué au Liban Sud et dont Israël a reconnu sa responsabilité. Des sources de sécurité israéliennes ont reconnu que le militaire espagnol de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui a été tué le 28 janvier dernier au Liban Sud, avait succombé à des tirs israéliens.
Le Hezbollah avait mené ce jour-là une attaque contre l'armée israélienne dans une zone occupée à la frontière du Liban, tuant 2 soldats israéliens. L'attaque avait provoqué des bombardements israéliens de représailles sur plusieurs localités du sud du Liban. Toujours sur Israël, la députée palestinienne Khalida Jarrar va faire 6 mois de prison et ce, sans procès. Khalida Jarrar, députée palestinienne, va être emprisonnée 6 mois par Israël sans l'ouverture d'un procès puisqu'elle a reçu un ordre de détention administrative. Elle avait été arrêtée dans la nuit du 1er au 2 avril dernier chez elle à Ramallah en Cisjordanie. L'autorité palestinienne ainsi que plusieurs associations ont réclamé sa libération. Féministe et activiste des droits de l'homme, Khalida Jarrar aurait incité, je cite, à la violence et au terrorisme au cours des derniers mois, selon l'armée israélienne, qui invoque en outre l'appartenance de la députée au Front populaire de libération de la Palestine, organisation considérée comme terroriste par Israël. Alors quand on voit ce qui se passe dans les prisons israéliennes, on peut craindre pour la vie de cette femme. Je vous mets en lien le reportage sur le sujet, un reportage qu'il ne faut absolument pas rater, c'est absolument incroyable. On continue, on va parler maintenant du Yémen et les rebelles qui avancent à Aden. Alors quand on parle de rebelles, les médias de masse, pour les médias de masse, c'est les Houthis soutenus par l'Iran, voilà les rebelles. Donc les chiites Houthis soutenus par l'Iran ont progressé dans Aden, la deuxième ville du Yémen, malgré les raids de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Moscou presse Riyad d'accepter une pause dans ses frappes pour des raisons humanitaires. Téhéran, de son côté, sollicite l'aide du sultan d'Oman pour obtenir un arrêt immédiat de ses frappes, selon les médias iraniens. Oman, qui a de bonnes relations avec l'Iran, est la seule monarchie du Golfe à ne pas participer à cette coalition arabe d'une dizaine de pays. En dépit des frappes conduites depuis le 26 mars dernier, les rebelles chiites ont déjà pris la capitale Sanaa et des régions du nord et du centre. Alors je vous invite à lire l'analyse de la situation que nous avons faite dans la lettre d'analyse et d'information numéro 2, disponible gratuitement sur le site de l'agence Info Libre. On continue, toujours sur le Yémen, et une flotte navale iranienne a levé l'ancre pour le golfe d'Aden. La flotte numéro 34 de la marine iranienne a levé l'ancre pour le golfe d'Aden et le détroit de Bab al-Mandeb, afin de sauvegarder les routes maritimes pour les navires iraniens dans la région. Alors vous savez, le détroit et le golfe d'Aden, c'est juste au large des côtes du Yémen, donc ça risque de dégénérer là-bas. La flottille, qui comprend le navire logistique Bushehr et le destroyer Al-Borz, a quitté la ville portuaire du sud de l'Iran, Bandar Abbas, mercredi dernier, selon le commandant de la marine. Le commandant a déclaré que cette flotte a été envoyée en mission afin de, je cite, « sécuriser les voies maritimes de l'Iran et protéger les intérêts de la République islamique d'Iran en haute mer », ajoutant que la flotte vise également à assurer la sécurité des navires contre les pirates. On parle maintenant de l'Inde où des drones sont utilisés pour disperser les manifestants. La police d'une ville du nord de l'Inde a annoncé qu'elle disposait désormais d'une nouvelle arme pour disperser les manifestations, des drones pulvérisateurs de poivre. Le chef de la police de Lucknow, la 8e ville la plus peuplée de l'Inde avec 2 millions d'habitants, a précisé que ses équipes avaient positivement testé 5 drones. Je cite, « Les résultats ont été excellents. Nous avons réussi à comprendre comment les manœuvrer afin de cibler avec précision, y compris en cas de vent et dans des secteurs congestionnés. » Voilà ce qu'a déclaré le responsable. Les drones ont été acquis pour la somme d'environ 600 000 roupies, 9 600 $ l'unité, et seront mis en service à partir de fin avril. Je cite, « Le poivre n'est pas mortel, mais très efficace pour contrôler la foule. Nous pouvons la pulvériser de différentes hauteurs pour avoir le maximum de résultats. » C'est vraiment très très bonne idée, puis ça va donner des idées aussi aux Occidentaux, ça. On va revenir en France maintenant et on va parler de Vigipirate. 3 compagnies de CRS en arrêt maladie pour épuisement. Les effectifs de 3 compagnies de CRS se sont mis collectivement en arrêt maladie afin de manifester leur grogne contre les effets du plan Vigipirate qui les épuise, selon les sources syndicales policières. Ce mouvement a d'abord concerné la compagnie de CRS de Toulouse, puis celle de Lyon et Nancy, qui devaient venir en renfort pour Vigipirate en région parisienne. Selon Nicolas Comte, responsable d'unité police CGPFO, il y a un ras-le-bol chez les CRS sur, je cite, « l'emploi très tendu des effectifs en raison de Vigipirate ». Ils se disent épuisés, selon lui, et inquiets sur les possibilités de tenir à long et moyen terme à ce rythme. Alors, le gouvernement, lui, a indiqué que le plan Vigipirate serait maintenu au moins jusqu'au mois de juillet prochain. On termine toujours avec la France sur les kits mains libres qui vont être interdits au volant d'ici le 30 juin.
l'interdiction du kit main libre au volant et l'expérimentation de la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h sur certaines portions de route devraient entrer en vigueur d'ici au 30 juin. Voilà ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur. Selon le calendrier prévisionnel, les amendes pour les stationnements gênants sur les passages piétons, les trottoirs ou les pistes cyclables passeront de 35 à 135 € et le taux d'alcoolémie pour les conducteurs novices sera abaissé à 0,2 g par litre de sang. Ces mesures figurent dans un plan de 26 mesures annoncé par le ministre Bernard Cazeneuve pour tenter d'enrayer la mortalité routière qui est pour la première fois en hausse depuis 12 ans. Voilà. Bon, un rapport est tombé, montre que le chômage tue 4 fois plus que la mortalité routière. Donc il va falloir prendre des mesures contre le chômage assez rapidement. D'ailleurs, notre ministre Michel Sapin vient d'annoncer une nouvelle fois qu'il espérait une baisse du chômage. Cette fois-ci, c'est pour 2016, pas 2015, 2016. Parce que selon Michel Sapin, après une stabilisation cette année, le chômage est en situation de baisser en 2016. Le gouvernement de François Hollande réussira-t-il à faire baisser le chômage d'ici la fin du quinquennat ? Michel Sapin, lui, est optimiste avec la publication des prévisions du ministère des Finances. Alors, il a déclaré sur iTélé que le chômage était en situation de baisser en 2016. Waouh, on y croit. On passe à la partie économie et on va attaquer par la Grèce. La Grèce qui a promis de payer les 460 millions d'euros qu'il doit au FMI. La Grèce s'est engagée à verser 460 millions d'euros dus au FMI le 9 avril, donc normalement ça devrait être fait. Voilà ce qu'a annoncé dimanche Christine Lagarde, la directrice du FMI, à l'issue d'une rencontre avec Yanis Varoufakis. Les Grecs, toujours dans leur guéguerre avec l'Allemagne, ont demandé 279 milliards d'euros de réparations de guerre. Incroyable. Le montant représente les réparations de guerre suite à l'occupation du pays par l'armée allemande de 41 à 44. Voilà ce qu'a déclaré le vice-ministre grec des Finances, Dimitris Mardas. Le ministre allemand de l'économie et vice-chancelier Sigmar Gabriel a qualifié de stupide la demande de la Grèce d'obtenir ces 279 milliards d'euros. Et là, c'est vraiment incroyable, quoi. Le gouvernement allemand considère que la question des réparations liées à l'occupation nazie de la Grèce a été réglée et s'appuie notamment sur un versement de 115 millions de Deutschmark en 1960. On continue, Alexis Tsipras, lui, est allé à Moscou, ce qui a fortement déplu aux Européens. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Mystère. Pour le moment, la Russie n'envisage pas d'aider financièrement la Grèce, mais forcément Tsipras a préparé une porte de sortie en cas de désaccord avec la Troïka. Faut pas être crédule, faut pas croire au Père Noël. Alors on avait fait une analyse aussi là-dessus sur la lettre d'analyse et d'information libre numéro 1 que je vous invite à lire, toujours sur le site de l'agence Infolibre. On va parler maintenant de la corruption et un banquier français en garde à vue en Grèce. Un banquier français a été placé en garde à vue par les autorités grecques. Il est soupçonné d'être impliqué dans plusieurs affaires de corruption liées à l'attribution de marchés publics. Jean-Claude Oswald, ancien cadre de la banque BNP Paribas, avait notamment travaillé en Suisse et était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il a été interpellé à l'aéroport d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis avant d'être transféré en Grèce. Âgé de 55 ans, il a été interrogé par les juges anticorruption sur son rôle présumé dans plusieurs affaires de blanchiment d'argent, l'une concernant des pots de vin distribués lors de l'achat d'armes à l'entreprise allemande Wegmann et l'autre impliquant l'achat de radars aux sociétés Ericsson et Embraer. Alors toujours des scandales financiers suite à du commerce d'armes, ça c'est pas nouveau, et j'en parle longuement dans un article sur l'affaire Karachi, l'affaire Karachi qui a bientôt 13 ans, dans la lettre d'analyse d'information libre numéro 2 que vous pouvez consulter gratuitement sur le site de l'agence Infolibre. On continue, on va parler de la pauvreté. Alors tout d'abord la pauvreté en Angleterre. Malgré la pseudo-reprise économique, le Royaume-Uni est touché par la faim. L'association caritative chrétienne Trussell Trust a fait les comptes. Au Royaume-Uni, le nombre de personnes s'étant trouvées dans son réseau pour obtenir de la nourriture d'urgence est passé de 61 648 entre 2010 et 2011 à 913 138 entre 2013 et 2014, soit un nombre multiplié par 15 en 3 ans. Et encore, souligne-t-on à l'association, cette donnée, aussi élevée soit-elle, ne reflète qu'une partie de la réalité. Alors pourquoi une telle augmentation ? Fin 2013, un rapport sur la faim et l'insécurité alimentaire au Royaume-Uni, mené par des parlementaires de tous bords, a mis en lumière la forte augmentation des prix des denrées alimentaires et du fioul domestique, à un rythme plus rapide que celui de la hausse des salaires
et que celui de l'inflation. Alors peut-être que la solution pour l'Angleterre, pour sortir de la crise, passe par le pétrole qui vient d'être trouvé apparemment à côté de l'aéroport de Gatwick. On aurait trouvé pour 1000 milliards de barils de pétrole. Waouh! Donc là, ça fait un maximum d'argent pour l'Angleterre si véritablement ce pétrole est réel. Alors aux États-Unis, quels moyens a-t-on trouvé pour lutter contre la pauvreté? Eh bien, dans l'État du Kansas, on songe à limiter les loisirs des familles pauvres. Voilà. Les familles de cet État américain bénéficiant de minima sociaux verraient leurs accès aux activités récréatives limités. Elles ne pourront plus utiliser ces aides sociales pour aller à la piscine, au cinéma, au salon de tatouage ou dans les salles de jeu. Cette liste n'est pas exhaustive, une liste très longue de restrictions. Pour encadrer les dépenses des familles pauvres, elles n'auront pas le droit de dépenser leur argent en massage, spa, tabac, lingerie, croisière, visite chez le psychiatre ou même centre équestre. Le sénateur O'Donnell, un républicain originaire de Wichita, défend ce projet sous prétexte qu'il aiderait les familles recevant l'aide de l'État à dépenser leur argent de manière plus responsable. On passe à la France maintenant, on va parler des tarifs des autoroutes. Alors contrairement à ce qui avait été annoncé, les tarifs des autoroutes ne devraient pas augmenter en 2015. Une bonne nouvelle? Peut-être. Même si cet accord n'est pas encore signé, les autorités veulent des compensations. Alors face aux augmentations des prix des autoroutes, le gouvernement a voulu remettre en cause les contrats qu'il a signés avec les entreprises privées. Mais face à l'impossibilité juridique de remettre en cause ces contrats signés en 2005, Matignon avait mené en décembre dernier des négociations éclairs avec les autoroutiers. Ils acceptaient une moindre hausse des tarifs en 2015, en échange de quoi le gouvernement renonçait à dénoncer les contrats de concession. Ah ouais, ça rapporte un maximum d'argent, hein. L'État validait aussi un plan de travaux de 3,2 milliards d'euros, financé par une prolongation de la durée des concessions. Ce plan était très attendu en région pour soutenir l'emploi. Voilà, donc là les autoroutiers sont gentiment en train de nous la faire par derrière. Excusez-moi pour l'expression. On continue et on va parler de l'EPR. Il y a une nouvelle anomalie de fabrication dans la cuve de l'EPR du Flamanville et ça va provoquer encore une fois un retard. Alors l'ASN a été informée par Areva d'une anomalie de la composition de l'acier dans certaines zones de couvercle et du fond de la cuve du réacteur de l'EPR de Flamanville. La réglementation relative aux équipements sous pression nucléaire impose aux fabricants de maîtriser les risques d'hétérogénéité des matériaux utilisés pour fabriquer les composants les plus importants pour la sûreté. Pour répondre à cette exigence technique, Areva a mené des essais chimiques et mécaniques sur un couvercle de cuve similaire à celui du réacteur EPR de Flamanville. Les résultats de ces essais ont montré, fin 2014, la présence d'une zone présentant une concentration importante en carbone et conduisant à des valeurs de résilience mécanique plus faibles qu'attendues. Des premières mesures ont confirmé la présence de cette anomalie dans le couvercle et le fond de la cuve de l'EPR de Flamanville. Areva a proposé à l'ASN de réaliser à partir d'avril 2015 une nouvelle campagne d'essai approfondie sur un couvercle représentatif pour connaître précisément la localisation de la zone concernée ainsi que les propriétés mécaniques. Alors voilà qui devra encore retarder la mise en service du réacteur qui était prévue pour 2018, soit 9 ans déjà après la date initiale. On continue, on va parler de notre oligarchie maintenant. On va démarrer avec la famille Cargill qui compte 14 milliardaires. À la tête d'un empire agricole vieux de 150 ans, les Cargill demeurent méconnus du grand public. Il s'agit pourtant d'un des clans les plus puissants de la planète. Cargill est la plus grande entreprise privée aux États-Unis. Le géant de l'agriculture est basé dans le Minnesota. Il possède 75 anciennes et emploie 140 000 personnes dans 67 pays. En 2013, son chiffre d'affaires était de 134 milliards de dollars. Alors, Cargill, c'est typiquement le nom de famille que l'on ne retrouve jamais dans les classements des gens les plus riches, les classements Forbes et compagnie, comme Rothschild, Rockefeller, Warburg, etc. Ceux-là, on les voit jamais. On continue avec l'oligarchie, on va parler du patron de PSA qui touche 1,6 million de parts variables. La CGT s'est offusquée. Le patron de PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares, a perçu en 2014 un salaire supérieur à 2,7 millions d'euros grâce au versement d'une part variable de 1,6 million, jugée scandaleuse par le syndicat CGT du constructeur automobile. Le constructeur français qui a évité la faillite il y a un an à l'arrivée de l'État et du groupe chinois Dongfeng dans son capital a commencé à redresser ses comptes en 2014. On continue, on va parler de LSK. Vous savez, c'est la société de DSK. Et cette société a laissé un passif de 100 millions d'euros.
La société d'investissement luxembourgeoise LSK, présidée jusqu'en octobre par Dominique Strauss-Kahn, a laissé un passif de près de 100 millions d'euros et un total de 150 créanciers, dont le fisc luxembourgeois. DSK, lui, il affirme tout ignorer. On continue, on va parler de l'élu EELV, des Verts donc, Karim Zerebi, qui est en garde à vue depuis le 8 avril. Le conseiller municipal d'Europe Écologie Les Verts, Karim Zerebi, a été placé en garde à vue le 8 avril dernier dans une enquête pour détournement de fonds publics et abus de confiance. L'ancien député européen est actuellement interrogé par les enquêteurs de la brigade financière de la police judiciaire de la cité phocéenne. D'après les investigations menées par la juge d'instruction marseillaise, Zerebi aurait tiré avantage pour sa carrière politique de dizaines de milliers d'euros de subventions versées par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, présidé à l'époque par le socialiste Jean-Noël Guérini. Alors si vous vous demandez pourquoi on parle de Karim Zerebi, puisqu'il est assez peu connu quand même, c'est parce que ce monsieur était à l'antenne de RMC pendant de longues années dans l'émission Les Grandes Gueules, où il n'a cessé de critiquer les politiques, et à son tour de rentrer dans la danse, et ben voilà le résultat. Et on termine ce petit tour de l'oligarchie par le parachute doré de 3 millions d'euros pour l'ex-PDG de La Halle et d'André. Selon un document du journal de Parisien, l'ex-PDG du groupe Vivart vient d'annoncer 1600 suppressions de postes et il a quitté ses fonctions avec près de 3 millions d'euros. Alors ceci a été démenti par l'intéressé sur Europe 1. Je vous mets le lien bien évidemment. Selon le PDG, je ne suis ni un voleur ni un menteur. On attaque la partie santé-environnement et on démarre avec l'étude selon laquelle 70% des personnes sous antidépresseurs n'ont pas de dépression. Les ventes d'antidépresseurs tels que le Zoloft, le Lexapro ou le Prozac nous indiqueraient que la dépression serait le talon d'Achille de la nation, c'est-à-dire des États-Unis, puisque l'étude a été faite aux États-Unis. Mais une nouvelle étude remet en question la validité de la majeure partie de ces ventes. Elle met en lumière le fait que la majorité des individus sous antidépresseurs, plus de 69%, ne répondent pas aux critères de la dépression clinique. Ces personnes sont juste des victimes des aléas de la vie, comme la plupart d'entre vous et la plupart d'entre nous, avec des passages plus ou moins difficiles. En plus de constater que près des 2/3 des gens sous antidépresseurs ne répondent pas aux critères de la dépression, les chercheurs notent également que 38% de ceux qui prennent des antidépresseurs le font pour d'autres troubles psychiatriques différents de la dépression. Il s'agit notamment de panique ou de troubles obsessionnels compulsifs, de phobie sociale, d'anxiété généralisée et un certain nombre d'autres troubles mentaux sans doute fabriqués. La conclusion de cette étude, publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry, annonce, je cite, « Beaucoup de personnes qui se sont vues prescrire des antidépresseurs ne répondent pas aux critères de troubles mentaux. Nos données indiquent que les antidépresseurs sont couramment utilisés en l'absence d'indications factuelles claires. » Voilà. Donc les prescriptions d'antidépresseurs sont montées en flèche au cours des dernières années. En 1998, 11,2 millions d'Américains ont utilisé ces médicaments. En 2010, ils étaient 23,3 millions. Alors parfois on se demande pourquoi il y a des tueries, pourquoi il y a ce genre d'événements aux États-Unis. Sachez que la plupart des gens sont sous antidépresseurs. Voilà pourquoi. On continue et pour terminer cette vidéo, on va parler de la Chine qui veut construire une ferme de panneaux solaires dans l'espace. La Chine vient de dévoiler sa nouvelle ambition en matière de conquête spatiale, déployer une gigantesque ferme solaire sous la forme d'une station qui tournerait en orbite autour du Soleil, autour de la Terre. La Chine vient de dévoiler sa nouvelle ambition en matière de conquête spatiale, déployer une gigantesque ferme solaire sous la forme d'une station qui tournerait en orbite autour de la Terre. Une station dotée de kilomètres carrés de panneaux solaires en orbite autour de la Terre à 36 000 km du sol. Le projet, présenté le 30 mars dernier par des scientifiques chinois, est le plus ambitieux jamais imaginé en matière de construction dans l'espace, mais il est encore loin d'être réalisable. Pour lutter contre l'effet de serre et tenter de résoudre les problématiques en matière de besoins énergétiques, la Chine envisage donc de créer une ferme spatiale qui prendrait la forme d'une station plus grande que l'ISS. Les immenses panneaux solaires rattachés à l'ensemble permettraient d'emmagasiner de l'énergie en permanence sans tenir compte du cycle jour-nuit et sans se soucier des conditions météo. L'électricité produite par la ferme pourrait être ensuite convertie en micro-ondes ou en laser pour être récupérée sur Terre. Bon, apparemment la technologie n'est pas encore au point, c'est à suivre donc. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à aller voir toutes les productions de la semaine de l'agence Infolibre. Alors en commençant d'abord par l'happening contre le marketing bio, le collectif 269 Live France qui a organisé une action de sensibilisation sur le sujet.
Je vous donne bien évidemment le lien. Walter Jones qui annonce que le peuple américain mérite de connaître la vérité sur ce qui a causé les attentats du 11 septembre. Très très intéressant, le lien bien évidemment. L'entretien d'actualité avec Jean Bricmont qui revient sur la récente réélection de Netanyahou en Israël et également des négociations sur le nucléaire iranien. Je vous donne le lien. La vidéo de traduction sur le gouvernement états-unien qui espionne ses concitoyens depuis bien avant le 11 septembre 2001, très important aussi. Certains me tombent dessus en me disant qu'on le savait, échelon, etc. Ouais, mais c'est quand même intéressant de toujours remettre de nouveaux faits sur le devant de la scène, donc allez voir cette vidéo également. Et bien sûr, la lettre d'analyse et d'information libre, le numéro 2 avril 2015 est gratuit et sur le site de l'agence InfoLibre. Je vous rappelle que les 3 premières lettres sont gratuites. Après, nous proposerons un abonnement. Alors, les sujets que nous avons abordés ce mois-ci, la France sur écoute, l'affaire Karachi, l'Argentine face à l'oligarchie, le duel Allemagne-Grèce, la Pax Americana et les origines du traité transatlantique. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement importants. Allez lire cette lettre, prenez le temps, téléchargez-la et dites-nous ce que vous en pensez. Envoyez vos commentaires, envoyez-nous également si vous avez l'intention de vous abonner à cette lettre à l'adresse suivante lail@agenceinfolibre.fr. Voilà, je remercie tous ceux qui soutiennent l'agence Infolibre, je remercie tous ceux qui envoient des informations tout au long de la semaine. N'oubliez pas de visiter le site de l'agence Infolibre, agenceinfolibre.fr, le Facebook, le Twitter, les chaînes YouTube, la chaîne Dailymotion bien évidemment, vous en avez l'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine, restez bien informés. Ciao à tous.